Alors, vous avez été assez nombreux, semble-t-il, à vous informer sur cette fameuse monnaie virtuelle, le Bitcoin. Évidemment, une monnaie numérique qui attire de plus en plus l'attention, qui a peut-être, en tout cas, fait le bonheur des uns, mais fait le malheur des autres, parce qu'on a vu le Bitcoin chuter carrément en décembre. Une monnaie virtuelle, bon, vous voyez ces images, qui a vu le jour en 2009, qui a fluctué beaucoup au cours, depuis cette période-là, en fait. On a atteint un sommet au-dessus de 1 000 $ américains à l'automne 2013. Pour chuter, comme je vous le disais, au cours du mois de décembre. Et la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est là pour rester? Est-ce qu'on devrait vraiment, nous, comme investisseurs, s'y intéresser? Et si oui, de quelle façon? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette monnaie-là? Quels sont les risques associés à ça? Est-ce que c'est bien encadré? Alors, on va en discuter avec David Descoteaux. Il est chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, David. Bonjour. On va revenir, on repart du début, là, parce que c'est pas tout le monde qui connaît le Bitcoin et qui comprend comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est exactement et comment ça fonctionne? En fait, Bitcoin, c'est deux choses. Un, c'est une monnaie électronique qu'on peut acheter, vendre, transiger sur Internet ou avec notre appareil mobile, mais c'est aussi et surtout un réseau, un système de paiement qui, lui, est très, très novateur, une nouvelle technologie. Et la caractéristique principale de ce réseau-là, c'est qu'il est décentralisé, dans le sens où ce sont les usagers qui le font fonctionner. Il n'y a pas de gouvernement qui contrôle ça, pas d'entité privée non plus, et il n'y a pas d'intermédiaire financier. Donc, il n'y a pas de Visa, Mastercard ou PayPal. Les transactions se font et se font valider par le système lui-même. Et donc, l'avantage principal ou le plus concret, c'est que pour un commerçant qui veut accepter des bitcoins, bien, ça lui coûte presque pas de frais de transaction par rapport à Visa, par exemple. Donc, c'est une des raisons pourquoi le bitcoin devient de plus en plus populaire. Et c'est tellement dynamique, il y a tellement de jeunes entreprises, des startups autour de ça, qui à chaque jour arrivent avec un nouveau service, une nouvelle application pour faciliter l'usage des bitcoins. L'utilisation des bitcoins. Et donc, ça, pour combler, disons, les petits problèmes qu'il y avait au début ou les risques pour les commerçants, ces choses-là. Donc, de plus en plus, ça devient plus facilement utilisable, disons. Mais si on veut faire des transactions, il faut tout simplement quoi? On s'inscrit, on s'abonne, on s'ouvre un compte? On se procure un portefeuille virtuel qui est très facile. Une application sur un téléphone ou sur un ordinateur, on télécharge ça. Ça coûte rien, c'est gratuit, c'est très simple à utiliser. Et là, on a une adresse, qui est comme une adresse de compte en banque, si on veut, cryptographique, c'est-à-dire très, très sécurisée. Et à partir de là, on achète des trucs avec cette adresse-là, on reçoit avec cette adresse-là. Et un des aspects positifs, disons, de la façon de faire, c'est que il y a une certaine disons, un anonymat, si on veut, pas complet, mais juste assez pour que, en tant qu'usager, tu n'as pas à rentrer ton numéro de carte de crédit ou tes informations personnelles. Donc, on se protège au moins de cette façon-là du vol d'identité ou du vol de carte de crédit. Bon, et là, je voyais que c'est à peu près 860 $, je pense, un Bitcoin. Un Bitcoin vaut 860 $, oui. Mais le Bitcoin est divisible en 12-13 fractions. Donc, vous pouvez acheter 5 $ le Bitcoin quand même si le prix est... Ah oui, OK, je comprends. Ça va être 0,000 Bitcoin. Bon. Donc, dans le fond, c'est assez simple. On va sur ces sites-là, on transfère de l'argent directement de notre compte de banque pour acheter ces Bitcoins-là, c'est ça? Oui. Sur des sites, oui, mais de plus en plus, et là, c'est drôle, on en parle aujourd'hui à Ottawa, il y a un guichet automatique Bitcoin qui est arrivé. C'est le premier au Canada? Le troisième. C'est le troisième, il y a 3 jours, c'était Toronto qui avait son premier guichet. Il y a eu Vancouver il y a quelques mois. Donc là, évidemment, c'est encore plus facile. Mais là, attention, un guichet nous permet de faire la transaction, d'aller puiser dans notre compte de banque de l'argent pour aller acheter des bitcoins. Les deux, en fait. Mais tout est virtuel. On ne retire pas des bitcoins, là. Si vous avez des bitcoins dans votre portefeuille, sur votre cellulaire, vous pouvez aller au guichet et retirer de l'argent. Échanger vos bitcoins contre de l'argent. Ah, c'est ça. Où on peut vendre des bitcoins puis avoir comme un des guichet dollars automatique, canadiens comme un guichet automatique. Donc, cette façon-là de faire est peut-être plus facile pour les gens qui veulent s'introduire à Bitcoin que d'aller sur Internet chercher une place, une bourse ou un marché pour aller échanger ces bitcoins. Là, le petit graphique que vous avez vu, juste pour votre information, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a eu des fonds, il y a des fonds qui ont été créés basés sur la valeur du Bitcoin. Évidemment, c'est très spéculatif, là. J'ai aucune idée de la façon dont ça se transige. C'est en dollars américains, assurément. Et bon, là, on voit le graphique. Évidemment, c'est sur une très, très courte période de temps. Donc, on comprend que le monde n'a pas perdu de temps pour trouver une façon de faire de l'argent avec ça. Mais ça devient dangereux parce que ça augmente la spéculation, là. C'est-à-dire que là, c'est rendu qu'on peut acheter un fonds d'investissement qui réplique la valeur du Bitcoin. On amplifie finalement, si on veut, à quelque part, la valeur même de cette monnaie virtuelle-là. Oui, effectivement, le prix est rendu très élevé. Ça demeure, du point de vue investissement, c'est très spéculatif et c'est très risqué, évidemment. Maintenant, à mesure qu'il y a des gens peut-être qui vont investir ou qui vont créer des fonds comme ça, il va y avoir plus de liquidité. Ça va peut-être bouger un petit peu moins brusquement, disons. Mais
je ne vois pas Bitcoin. Le côté intéressant de Bitcoin, c'est pas nécessairement l'investissement. C'est plutôt le réseau en tant que tel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, jeudi, la banque Wells Fargo, qui est quand même une grande banque aux États-Unis, elle a monté une équipe pour se pencher sur Bitcoin et incluant des représentants du gouvernement parce qu'elle veut savoir quelle réglementation on peut changer. Oui, parce que là, il n'y en a pas, ou à peu près pas. C'est parce que les banques sont assujetties à des réglementations, par exemple, sur le blanchiment d'argent. Oui. Donc, elles ne peuvent pas offrir des services en Bitcoin parce que ça contreviendrait à ces lois-là. Donc là, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on peut changer pour pouvoir peut-être offrir des services en Bitcoin ou de financer des entreprises Bitcoin, ce qu'ils ne peuvent pas faire en ce moment. Donc, s'il y a un intérêt de la part des grandes banques, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est là pour rester, je pense. Mais je veux revenir sur la réglementation parce qu'il y en a très, très peu. Je pense qu'en Allemagne, qu'on commence à taxer sur les transactions, c'est bien ça? En Allemagne, on a reconnu le Bitcoin comme une monnaie. C'est-à-dire que c'est une façon, en fait, pour le gouvernement de percevoir des taxes aussi sur les transactions de Bitcoin. Mais dans chaque pays a ses réglementations, mais c'est très, très peu avancé. Au Canada, on a absolument rien, à part un communiqué de Revenu Canada d'il y a quelques mois qui disait simplement que le Bitcoin, c'est comme du troc, c'est comme donc, vous échangez ça. Et si vous faites des gains en capitaux, par exemple, vous avez acheté un Bitcoin, là, il vaut 1000 $, bien, vous êtes tenu de déclarer vos gains en capitaux que vous avez fait sur le Mais les grands émetteurs de cartes de crédit ne laisseront pas ça aller, là. Ça devient important dans le réseau du détail ou des transactions électroniques et que ça vient contrecarrer les frais qu'on doit payer. Déjà que c'est tellement contesté, ces frais-là, rattachés justement aux cartes de crédit, il va y avoir un lobby assez solide pour contrer ça, non? Bien, moi, la manière que je vois ça, c'est les banques ont plus à gagner en essayant de trouver comment elles-mêmes peuvent utiliser ça pour bonifier leurs propres services financiers que de le combattre. Parce que, je veux dire, la plupart des technologies disruptives, comme on dit, si tu ne te joins pas à eux, souvent, tu te retrouves dans le trouble. Donc, je pense que les banques, avec Wells Fargo, je pense que c'est un peu ça l'initiative, c'est qu'on va essayer de trouver une façon, peut-être, de profiter de tout ça. Parce que, bon, je pense pas que ça va non plus mettre à terre les banques ou révolutionner le système, mais ça a un potentiel, surtout au niveau des innovations, de peut-être bonifier l'ensemble des services. Donc, les banques, je suis certain, sont en train de penser justement à comment ils vont profiter. Et du côté des gouvernements et même de la Banque centrale, je pense les banques centrales même commencent à regarder ça et mettre des avertissements. Ouais. On ne voudra pas que ce soit un échappatoire fiscal. Il va falloir trouver une façon. Là, on a parlé de l'Allemagne qui a décidé de taxer sur les transactions, mais rapidement, ça peut prendre de l'ampleur et justement servir de blanchiment d'argent ou justement d'échapper à ses impôts. Et c'est pour ça que d'un point de vue un petit peu ironique, parce que Bitcoin, ça a commencé quand même avec les plus enthousiastes, étaient des gens qui étaient un peu contre le système monétaire actuel, mais ironiquement, je pense que Bitcoin, pour continuer à croître, a besoin du gouvernement, d'une forme d'acceptation et d'un cadre réglementaire. Parce que autant les consommateurs, bon, peut-être que si Bitcoin était assujetti à la loi sur la protection du consommateur, peut-être qu'il y en a qui auraient plus confiance dans ce produit-là. Les marchands, les commerçants, souvent, il y en a qui aimeraient ça, accepter Bitcoin, mais ils savent, tu sais, au niveau fiscal, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, comment ils déclarent ça. Et au niveau entrepreneurial, il y a des gens qui aimeraient ça, mettre de l'argent dans le Bitcoin, financer des start-up. Mais si ils sont pas sûrs que le gouvernement, la semaine prochaine, va dire finalement non, c'est illégal, il y a un risque. Il y a une risque de bulle aussi et que ça éclate carrément. Là. Dans le à prix, partir du moment où il y a des fonds d'investissement qui veulent répliquer la valeur du Bitcoin, tu attires des investisseurs qui vont faire gonfler artificiellement le prix, la valeur de cette monnaie virtuelle-là, même si eux ne l'utilisent pas. C'est la même chose sur les fonds d'investissement sur l'or, par exemple. On le disait toujours, ça vaut beaucoup plus cher que les réserves d'or qu'on a. Et ça, c'est un grand risque aussi sur le Bitcoin et sur ceux qui l'utilisent, que ça éclate. Bien, ça veut dire que vous avez des analystes ou des gens qui se prétendent analystes qui disent que ça va tomber soit à 0 et d'autres qui vont dire que ça va monter à 1 million. Alors, je veux dire, la valeur d'un Bitcoin, c'est très, très difficile à cerner à ce moment-ci, mais comme je le dis, il y a le Bitcoin et le réseau. Oui. Alors, le réseau, d'ailleurs, je lisais récemment que le réseau lui-même peut être amélioré parce que c'est un protocole open source, comme on dit en informatique, donc on peut rajouter tout le temps des améliorations. Et là, il y en a qui parlent même de faire transiger des dollars sur le réseau ou des documents même. Ouais. Donc, peut-être que le Bitcoin en tant que monnaie, ça va faire son petit chemin, mais le réseau risque de rester là. Le réseau virtuel comme tel risque de rester là. En tout cas, attire beaucoup l'attention des grandes banques et des gouvernements. Merci beaucoup, David Descoteaux. On retient en tout cas qu'il faut être prudent et pas considérer ça comme un outil d'investissement. C'est pas ça l'objectif. Disons que c'est la partie la plus risquée de votre portefeuille. C'est la partie la plus risquée.